Bonjour à tous, moi je suis Monifat, je suis hématologue pédiatre en plus, et donc je vais vous parler effectivement du SOS en pédiatrie et notre expérience un peu locale. Alors je devais passer en dernier, donc je vais essayer de voir ce que je vais retirer peut-être. En tout cas, je vais peut-être pas être dans la même ligne que David sur les critères et les diagnostics. Voici le plan que je vais vous développer. Et donc, dans les généralités, l'incidence dans la revue de la littérature, elle est assez variable, mais globalement, elle tourne autour de 20%, mais c'est toujours des séries rétrospectives. Et en fonction du patient, de son âge, en particulier les nourrissons, on a une incidence qui a augmenté. Du type de pathologie, hein, c'était la question tout à l'heure, avec des atteintes de certains déficits immunitaires ou de certaines maladies avec infiltration hépatosplénique, on a une incidence qu'on retrouve dans la littérature qui peut même être augmentée à 50 voire 60%. Les facteurs de risque qu'on va détailler tout à l'heure sont clairement liés au terrain et à la procédure de greffe, en plus de ceux qui ont été montrés par David tout à l'heure. Juste pour avoir un état des lieux un peu en France, moi je vais vous parler que d'allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. On réalise environ 300 allogreffes pédiatriques en France, donc c'est les moins de 18 ans, mais ça peut être des nourrissons ou des nouveau-nés de moins de 3 mois. On peut avoir des SOS hors contexte allogreffe dans des pathologies comme l'autogreffe. En général, elles sont moins sévères, mais elles peuvent être très sévères également, et c'est moins fréquent en termes d'incidence. On peut avoir aussi, donc, comme David vous l'a dit, des SOS post-traitement pour des anticorps, le gemtuzumab, l'inotuzumab, ou par chimiothérapie orale, qui est la thiogoamine. Et c'est des formes de SOS qui sont exactement les mêmes que celles qu'on retrouve en post-allo. Et enfin, de façon plus récente, on a quand même développé la thérapie génique chez l'enfant. Là, actuellement, c'est plutôt les adrénoleucodystrophies et les leucodystrophies métachromatiques où on a besoin d'un conditionnement pour réinfuser les cellules modifiées. Et dans ces cas-là, on utilise un conditionnement à base de busulfan, qui est un facteur de risque. Et on a des MVO qui ont été rapportés à l'issue de ces traitements-là. Alors ça, c'est la littérature, ce qu'on retrouve en incidence. On a fait un travail récemment à Revard-de-Bray sur l'incidence dans notre centre. Donc on a, sur la période de 2017 à 2023, fait environ 380 greffes. Et les MVO, c'était rétrospectif, donc ont été classés par minime, modéré et sévère. Et vous voyez que l'incidence, elle évolue entre de 13 à 6% pour les sévères, sachant que très probablement, on a des formes de MVO dans les minimes et les modérés, pas de réel syndrome d'obstruction sinusoïdale, et des formes qui, si on avait fait la biopsie hépatique, ce que David disait tout à l'heure, qui auraient redressé le diagnostic pour autre chose, en particulier de la toxicité. Pour aussi un peu comprendre le contexte pédiatrique, donc c'est important d'établir les facteurs de risque en pré-greffe par rapport au patient, à son histoire pré-greffe. Et ça, on est obligé de faire avec, on n'a pas tellement de possibilités de changer. Et après, sur lequel on peut moduler et jouer, c'est les facteurs liés à la greffe et ses composantes. Et en pathologie greffe pédiatrique, on a à peu près 40-60% de répartition entre le malin et le non malin, sachant que dans le malin, on est dans les hémopathies lymphoïdes, leucémie aiguë lymphoblastique, myéloïde et les myélodysplasies. Et dans le non malin, on a une grande catégorie de tout ce qui est hémoglobinopathie, de drépanocytose et un peu de thalassémie. En tout cas, ça, c'est l'expérience de Debré. Et beaucoup d'aplasie médulaire également, acquise ou constitutionnelle. Et quand on regarde les conditionnements qu'on utilise chez nos patients, on a principalement des conditionnements myélo-ablatifs et finalement très peu de conditionnements atténués, là que vous avez en rouge. Et c'est des conditionnements majoritairement à base de busulfan de pleine dose, et tous nos patients ont une pharmacocinétique du busulfan pour être dans les ranges thérapeutiques sans être dans les toxicités ou l'inefficacité. Et dans les LALB de l'enfant de plus de 4 ans, on réalise une radiothérapie 12 Gray. Pour l'instant, c'est le gold standard. Et de plus en plus, on a des conditionnements à base de triosulfan chez les patients qu'on considère soit à risque trop élevé de SOS ou d'autres toxicités. Et ça, c'est la petite case violette que vous voyez là qui prend une proportion de plus en plus importante dans le temps. Et finalement, si on revient aux facteurs de risque liés au terrain, je répète, chez l'enfant, la maladie initiale est quand même très importante. Elle est en lien avec les deux autres critères qui sont l'âge de moins de 2 ans et le poids de moins de 10 kg. Et c'est vrai que dans les déficits immunitaires, les activations, les syndromes d'activation primitifs, les lymphohistiocytoses ou l'ostéopétrose sont celles qui ont les incidences les plus élevées de MVO. Et d'ailleurs, les conditionnements ont été adaptés avec des PK busulfex qui ont été adaptés pour essayer de limiter ce risque-là.
Dans des autres pathologies où on est très inquiet du risque de MV, où on adapte également nos conditionnements, c'est la bêta-thalassémie. Et c'est vrai que c'est la surcharge en fer, mais en tout cas, on fait des fibroscans, on fait parfois des biopsies même hépatiques chez ces patients-là pour évaluer avant la greffe l'état et voir quel conditionnement on pourrait faire. Et c'est vrai que quand on a la possibilité de décaler, d'attendre et de bien chélater le patient, parce que certes, l'hémochromatose, ils en ont tous, mais certains en ont plus que d'autres, on essaye de décaler la greffe dans ces cas-là et de chélater correctement les patients, peut-être en 6 mois ou 1 an, si on sait que ça prend du temps. Et finalement, l'intensité de traitement, c'est la deuxième partie du tableau là que vous avez. La deuxième allogreffe, la deuxième rémission ou plus, ce sont des critères liés à l'intensité thérapeutique que les patients ont eu avant et qui s'expliquent bien également en termes de toxicité. Enfin, les médicaments très connus hépatotoxiques comme le gemtuzumab ou l'inotuzumab, ça fait partie des traitements qu'on n'aime pas trop faire en amont de la greffe parce qu'on sait que en eux-mêmes, ils sont inducteurs de SOS et ajoutés avec les cofacteurs de la greffe, ils peuvent majorer ce risque de SOS. Dans les nouveautés un peu qui n'apparaissent pas forcément dans les documents de l'EBMT, il y a eu plein de papiers effectivement faits par l'équipe de l'EBMT sur les facteurs de risque avec des odds ratios. Il y a quand même l'immunothérapie qui ressort. Les CAR-T-cells, c'est vraiment l'avènement sur les 10 dernières années. Et on a des patients qui arrivent à la greffe de plus en plus tard finalement par rapport à précédemment, donc avec des lignes thérapeutiques plus prolongées et plus fréquentes. Et dans cette série, ils ont rapporté qu'une incidence de VOD à 23%, un peu équivalente à toutes les autres séries pédiatriques, et que finalement, en analyse multivariée, le fait d'avoir eu un antécédent de CRS, donc de syndrome de relâche cytokinique en cours d'immunothérapie, est un facteur de risque de SOS, comme la JMML, qui est une autre maladie hématologique maligne, qui est un facteur de risque de JMML. Enfin, les facteurs de risque liés à la procédure de greffe, c'est ceux qu'on vous a montrés, hein, c'est principalement le conditionnement. C'est vrai que la greffe haploïdentique qui prend un essor aussi de plus important, même en pédiatrie, ça correspond à un tiers de nos indications de greffe, avec l'utilisation de l'endoxan post-greffe, majore aussi le risque de MVO chez nos patients et doit nous faire réfléchir autrement. Après, il y a toute la liste des médicaments que tous nos patients ont les mêmes médicaments que la liste que vous a montré David tout à l'heure. On ne peut pas se trier sur ça. En tout cas, il faut qu'on trouve d'autres façons de sélectionner nos patients à risque. Alors, je vous avais mis 2 cas cliniques pour vous montrer que la MVO peut se présenter exactement pareil que chez l'adulte. Donc là, c'est une jeune fille qui a 13 ans au moment du diagnostic de MVO, mais une histoire de la maladie qui commence à l'âge de 5 ans, avec le diagnostic d'une leucémie aiguë lymphoblastique B, traité dans un protocole de standard pas très intense. Et malheureusement, 4 ans après, elle fait une première rechute réfractaire. Elle a 2 procédures de CAR-T-cell car elle n'a pas de donneur compatible sur le fichier ou un intrafamilial et qu'à l'époque, on ne faisait pas tant de greffe haplo que ça. Et malgré ces 2 procédures de CAR, elle présente une deuxième rechute quasiment à 8 ans du diagnostic initial qui a été traité avec cet anticorps l'inotuzumab. Elle a reçu 2 cycles, ce qui fait 6 doses, ce qui est beaucoup. Elle n'a pas fait de MVO pendant le traitement par inotuzumab et après elle a été greffée en haploïdentique avec un conditionnement à base de TBI et de l'endoxan post-greffe. Elle a 2 facteurs de risque majeurs de développer la MVO avec l'inotuzumab plus le conditionnement. Et effectivement, elle la développe assez classiquement à J11, qui est un délai classique pour nos patients, avec tous les signes, hein, prise de poids, douleur, mauvais rendement plaquettaire. Alors, elle a eu une échographie, mais probablement précoce, qui ne montrait pas beaucoup de signes à ce moment-là. Et nous, on ne répète pas les échographies chez nos patients, on se base beaucoup sur la clinique. Elle a eu le traitement spécifique débuté assez précocement par le défibrotide et les mesures symptomatiques. Et finalement, l'évolution a été favorable assez rapidement à J20. Et dans notre centre, on réalise des endoscopies digestives à distance et on n'a pas trouvé de signe d'HTP. Elle a également eu une écho abdominale Doppler à distance qui ne retrouvait pas de signe d'HTP. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est un autre format. C'est un tout petit bébé, un petit Léo qui a, lui, 8 kilos, un diagnostic à l'âge de 3 mois de vie d'une forme de leucémie extrêmement rare, mais extrêmement grave. Et rien que sur les caractéristiques initiales, sans avoir la réponse thérapeutique, on sait qu'il va aller à l'allogreffe. Au bout de 5 mois, il a un donneur HLA identique. On a pu obtenir une rémission de bonne qualité et on a pu l'emmener à l'allogreffe. Du fait de son âge, il ne pouvait pas avoir de radiothérapie. Donc lui, il a eu un conditionnement à base de busulfan avec une PK busulfan assez précocement par rapport au diagnostic, mais il avait moins d'1 an au moment de la greffe et 9 kilos de souvenirs. Et finalement, lui, beaucoup plus tardivement que la patiente précédente, quasiment 1 mois et demi, alors qu'il a restauré au niveau hématologique.
Il développe un tableau à la fois respiratoire au premier plan, avec une détresse respiratoire fébrile, mais aussi une atteinte hépatique avec un hépatomégalie, un ictère, une acide. Et là, effectivement, il faut dérouler tous les diagnostics différentiels que David vous a donnés tout à l'heure. On n'est pas sûr qu'on soit dans une MVO. En tout cas, on a fait toutes les pistes et finalement, le diagnostic de MVO s'est plutôt confirmé avec l'évolution. On a traité rapidement. Malheureusement, l'enfant était très douloureux. On n'arrivait pas à le soulager. Et il a eu un transfert en unité de soins intensifs. Et finalement, pour le soulager, ce qui a permis de le soulager, c'était la ponction d'acide. Alors peut-être que le moment où on a fait la ponction d'acide, c'était le moment où le SOS allait commencer à aller mieux, mais en tout cas, il s'est amélioré à la suite de cette ponction d'acide, juste pour un peu libérer la pression abdominale. Et également, cet enfant a une évolution favorable. Là, il a plus de 5 ans de la greffe et va bien. Donc les manifestations cliniques, c'est celles qu'on vous a redit, je ne vais pas les reciter. La particularité pédiatrique, c'est que c'est à partir de J12, mais on peut avoir des formes tardives, et ces formes tardives sont plutôt de mauvais pronostics au-delà de J30, que les scores comme le score ISIX n'est pas validé en pédiatrie. Parfois, on peut avoir du mal à évaluer les tout petits avec des poids qui peuvent varier dans la journée. Et puis, vous avez des présentations qui peuvent être avec des défaillances multiviscérales assez rapidement installées. Donc je reviens sur les critères EBMT. En tout cas, là, la différence, il y avait une classification entre la différence entre les VOD adultes et pédiatriques. Et c'est vrai que chez l'enfant, on a des formes tardives. Au-delà de J30, on peut avoir des formes sans anomalie du bilan hépatique ou de l'échographie initialement. Et quand il y a un ictère qui s'installe, c'est souvent secondaire et de mauvais pronostics. Et finalement, les critères retenus, ce sont les critères de l'EBMT pédiatrique cette fois-ci. Donc c'est une autre publication qui sont principalement cliniques. On ne se base pas sur l'échographie, on ne se base pas sur la biopsie. Il faut avoir au moins 2 critères parmi ceux-là, entre thrombopanie réfractaire, prise de poids de plus de 5% 3 jours consécutifs, une hépatomégalie, une acide qui peuvent être cliniques ou échographiques, et l'augmentation de la bilirubine 3 jours consécutifs. Alors c'est sûr que ces critères-là ne sont pas stringents et probablement nos diagnostics à tort des SOD qui n'en sont, des VOD qui n'en sont pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on applique globalement en pédiatrie au niveau national et européen. Et là, finalement, l'échodoppler, on l'a fait très peu, et quand on l'a fait ou précocement ou trop tard, mais ce n'est pas celle qui nous aide à faire le diagnostic. Et on ne fait pas du tout de biopsie hépatique en pédiatrie, même par voie transjugulaire, c'est trop lourd, trop compliqué, ça nécessite une anesthésie générale pour les patients, donc on n'est pas à cette étape-là. On a les mêmes critères d'évaluation de la sévérité, donc je vais passer, c'est des grades 1 à 4 avec les atteintes avec la défiance multiviscérale qui peut arriver dans les grades les plus sévères. Et la prise en charge thérapeutique, c'est optimiser avant ce qu'on peut optimiser en termes de maladie. Donc si on a une hémochromatose très sévère, essayer de chélater au maximum. Nous, on discute beaucoup le conditionnement chez ces patients à risque et on essaye de faire des conditionnements sans busulfan quand on peut. Et il n'y a pas du tout de prise en charge avec du défibrotide en préventif et l'ursolvant qu'on met en place également systématiquement. Alors, il y avait cette étude qui a été faite également par le même groupe de l'EBMT pour démontrer si le défibrotide en préventif, c'est-à-dire dès le début du conditionnement, avant les symptômes de MVO, avait une efficacité. Et ça n'a pas démontré d'efficacité sur la survie à J30, donc ça a été pas recommandé partout en Europe et dans le monde. Mais par contre, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées. Là, je vous en ai cité une, mais il y en a plein d'autres qui mettent le défibrotide selon les recommandations de l'EBMT, donc très précocement finalement au premier signe, avec une efficacité sur la sévérité de la MVO derrière. Et après, en traitement pendant la MVOC, à débuter dès que possible. Vraiment, le facteur pronostic majeur, et c'est ce que David vous disait aussi tout à l'heure, c'est dès qu'on a une confirmation diagnostique ou un doute très fort, débuter précocement le défibrotide et pronostic. Et après, la question de la ponction, de drainage d'acide. Nous, en pédiatrie, on fait de temps en temps des ponctions, mais plutôt à visée antalgique, un peu pour soulager l'hyperpression. On n'a jamais posé de drain, on l'a discuté, mais on n'a jamais été amené à poser de drain jusqu'à maintenant. Par contre, il y a une seule étude que j'ai retrouvée qui a comparé 2 groupes d'enfants qui ont eu des drains 32 et 27 qui n'ont pas eu de drain. Et globalement, il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, ça n'augmente pas la toxicité, le fait de poser le drain. Mais la survie à 2 ans est pareille dans les 2 groupes. Et ils redisent la même chose, que la mortalité, elle est diminuée agissant avec le défibrotide, mais ça reste quand même des études rétrospectives avec de faibles effectifs, donc il y a pas mal de limites.
En termes de survie, vous avez les deux courbes que je vous montre là. La première, c'est la survie globale patients pédiatriques qui ont eu en haut, qui n'ont pas eu de MVO versus ceux qui ont eu un SOS en bas. Donc il y a une différence sur la survie, mais qui reste modérée. Par contre, quand il y a une défaillance multiviscérale, c'est la courbe d'à côté, il y a une drastique différence en termes de survie. Alors, le dernier point que je veux développer avec vous et plutôt ouvrir la discussion et avoir votre avis, c'est qu'on a eu 2 cas cliniques, et j'en ai d'autres que je n'ai pas rapportés là, de patients qui ont développé de l'hypertension portale après un épisode de MVO pour une greffe. Donc ce patient-là, c'est un patient qui a 14 ans maintenant, mais une JMML, donc une forme de leucémie du tout petit enfant qui a été diagnostiqué et greffé avant l'âge de 1 an, qui a un tableau polymalformatif, et on a le diagnostic de ce gène SH3B2 chez lui, et il a fait une MVO sévère, comme on en voit chez le petit enfant, donc pas plus sévère qu'un autre, mais assez rapidement, entre 3 et 6 mois post-greffe, on a diagnostiqué l'hypertension portale avec des varices œsophagiennes. De façon un peu non attendue sur une fibroscopie digestive faite pour autre chose. Et là, actuellement, au dernier point, en 2023, il a quand même une fibrose hépatique stade 2 et un hypersplénisme avec une thrombopénie. Alors lui, il est syndromique, donc on peut se dire que peut-être cette toxicité-là rentre dans son syndrome, mais on n'a pas assez de patients pour pouvoir répondre à la question. Par contre, cette jeune fille, elle a 20 ans maintenant, elle a été greffée en 2013 à l'âge de 10 ans pour une leucémie aiguë myéloblastique, et elle a fait une MVO plutôt même modérée, à J14, et elle, c'est à 20 mois de la greffe qu'elle développe son tableau d'HTP. Avec actuellement des varices œsophagiennes. Et elle a eu une biopsie. Le patient précédent n'a pas eu de biopsie hépatique, mais elle a une biopsie hépatique qui était en faveur de lésions de maladies vasculaires. Donc c'est vrai que notre prise en charge à Devray, c'est que tous les patients qui ont une MVO sévère ont, à un moment donné dans l'évolution, quand on peut se le permettre, une fibroscopie, une endoscopie digestive haute avec une échodoppler. Mais on n'en fait qu'une fois. Si elle est normale, on arrête et après on fait notre surveillance classique. De toute façon, tous les patients allographiés ont une échographie hépatique dans l'enfance de façon annuelle. Donc en conclusion, c'est une complication qui est quand même très redoutée chez nous, en termes, surtout les formes sévères, bien sûr, avec les défaillances multiviscérales qui gardent un très mauvais pronostic. On est en pédiatrie encore à utiliser les critères BMT, même s'ils ont leurs limites. On n'a pas constaté d'augmentation de l'incidence sur les dernières années depuis les critères par rapport à avant, ni de consommation plus importante du défibrotide par rapport à avant. À voir un peu avec une étude plus prospective. Et après, la discussion, c'est est-ce que ces patients nécessitent une surveillance spécifique hépatique à plus long terme. Merci.